Enregistrement en route, Fabrice? Alors, on est en live sur YouTube. On peut commencer? Vous pouvez commencer. Bonsoir à tous et à toutes. Donc, je suis Matteo Cicotti, professeur à l'SPCI, et je vous donne la bienvenue à cette conférence expérimentale en direct du labo. Donc, nous allons ce soir à voyager virtuellement au laboratoire PIAF de Clermont-Ferrand, où Valérie Légué et Catherine Laine vont maintenant nous. La parole. Merci. Alors, bonjour, on va d'abord partager l'écran. Tout. Oui. Voilà, merci Catherine. Bon, bonjour tout le monde. Eh bien, bienvenue à Clermont-Ferrand. Donc, on est heureux de vous accueillir donc, au PIAF ce soir. PIAF pour physique et physiologie intégrative de l'arbre en environnement fluctuant. Donc, je vais juste vous dire quelques mots sur le laboratoire. Donc, le laboratoire est situé, comme le nom, on vous l'a dit, à Clermont-Ferrand, sur 2 sites sur lesquels on va voyager ce soir. Donc, un site qui est disposé à l'INRAE et puis un autre site qui est sur le campus en fait, de l'Université Clermont-Auvergne. Donc, on est une UMR, un laboratoire mixte de recherche qui dépend de ces 2 instituts, INRAE et l'UCA. Et donc, quelques mots. Donc, nous, on s'intéresse en fait à identifier des mécanismes qui sont impliqués en réponse dans la résistance et la tolérance à des arbres, à des facteurs climatiques et à leur fluctuation. Donc, 3 facteurs nous intéressent principalement, donc le facteur thermique, lumineux, hydrique et puis le facteur mécanique qu'on va vous parler ce soir. Et donc, juste, on a une démarche assez originale, donc une démarche intégrative et une démarche aussi interdisciplinaire. Et on va pouvoir l'illustrer à travers nos propos. Donc, on est composé de généticiens, de biologistes moléculaires, d'écophysiologistes, de physiciens, de mécaniciens. Donc, qui nous permet et nous aide à répondre à nos questions scientifiques. Donc, voilà. Donc, ce soir, ce qu'on va vous illustrer, c'est essayer de répondre à la question comment les plantes se tiennent ou se maintiennent debout et quels sont les mécanismes qui permettent donc de pousser droit. Et donc, pour ceci, vous aurez plusieurs intervenants que je vais vous présenter. Tout d'abord, Alexandre Colus, qui est doctorant donc, au PIAF et qui va intervenir sur le site de l'INRAE. Hugo Chauvet, qui a participé aux recherches en tant que post-doctorant, qui est juste à côté, d'une pièce à côté, qui va vous présenter un autre aspect de notre recherche. Catherine Laine, qui va animer la partie de la conférence, et moi-même, qui ponctuellement va intervenir, et je vous servirai aussi de caméra woman, en fait, pour la soirée. Donc voilà, je pense que je vais maintenant laisser la parole à Catherine, qui va donc présenter le sujet. Et voilà. Merci. Merci Valérie. Alors bonjour à tous. Donc je vais introduire le sujet dans cette première partie pour vous montrer que chez les plantes, ça bouge aussi, c'est-à-dire que les plantes sont, contrairement à ce qu'on pense, capables de faire des mouvements. Alors pour vous illustrer cette chose-là, je vais vous montrer 2 plantes. Donc ici j'ai choisi des plantes très simples, des plantes tomates. Parce qu'en ce moment, on les met dans les jardins où on vient de les mettre. Vous voyez que cette plante-là est tout à fait normale, elle est dressée vers le ciel. Et puis, il y a celle-là que j'ai taquinée pendant le week-end, c'est-à-dire que vous voyez, je l'ai mise en fait à l'horizontale hier. Et en 24 heures, on peut constater, en soulevant un peu sa feuille, vous constatez que la tige s'est courbée à la base et a permis à cette tige de retrouver la verticale. Donc, quand on voit ces 2 plantes-là, on comprend qu'en quelques heures, une plante est capable effectivement de bouger et de retrouver sa position initiale. Alors, je repartage mon écran. Je voulais vous montrer également que ce que je viens de dire chez la tomate, eh bien, toutes les plantes sont capables de faire cela, et même les arbres. Vous avez certainement déjà pu voir en montagne, sur un talus,
que des arbres dont le tronc pousse incliné dans la pente se courbent à la base assez élégamment et leur tronc retrouve la verticale, comme sur ces deux photos, que ce soit des feuillus à gauche ou des conifères à droite. Alors, ce que je viens de vous montrer, c'est statique, c'est-à-dire je constate en observant la tomate à terre qu'elle a mis plusieurs heures pour se redresser. Et quand on observe les plantes et qu'on accélère le temps, on va pouvoir visualiser très facilement leur mouvement. Alors, je vous montre deux petits films ici. Le premier, il est historique, puisque c'est le premier film qui a été produit, c'est un film scientifique, produit par un physiologiste allemand qui s'appelait Pfeffer. Il a mis une impatience à l'horizontale, et puis il a pris des photos à intervalles réguliers, et ensuite il a monté les photos pour visualiser le redressement de cette plante. Donc la voilà qui se courbe, qui s'enroule plus ou moins sur elle-même, et qui va retrouver la verticale. Et à droite, c'est un film plus récent, un film de recherche qui a été fait au laboratoire en 2013, sur une arabette, c'est-à-dire une petite plante, la petite plante des laboratoires. Et vous voyez que de la même façon, cette arabette se courbe à la base avant de retrouver la verticale. Et grâce à ces films, on peut donc visualiser ces mouvements. Donc vous saurez maintenant définitivement qu'une plante, ça bouge, et ça bouge même beaucoup. Alors, si elles bougent, c'est qu'elles ont perçu qu'elles avaient été inclinées par rapport à la verticale, donc elles perçoivent cette perte de verticalité et elles répondent par des mouvements de courbure qui sont des mouvements de croissance. Elles sont donc capables à la fois de percevoir et de répondre. La perception fait qu'elles sont sensibles et la réponse, c'est une réponse motrice. On parle dans ce cas-là, dans ce qu'on vient de mettre en évidence, de sensorimotricité. Sensorie sensible, motricité pour mouvement. Alors, quels sont les moteurs de ces mouvements? Eh bien, sur cette arabette ici, là c'est la photo de la fin du film, la courbure est possible parce qu'en fait, les cellules qui se trouvent sur la face supérieure de la tige, celles qui regardent le ciel quand la plante est inclinée, s'allongent moins vite que les cellules de l'autre côté, celles qui sont situées sur la face inférieure de la tige inclinée. Et comme il y a cette croissance différentielle, une croissance dite primaire, puisque c'est une croissance par rallongement des cellules, cette croissance différentielle induit la courbure. Et chez les arbres, me direz-vous, un arbre ne pousse plus, ne s'allonge plus à la base. Un arbre, ça pousse par les extrémités, par le bout. Donc, ça ne peut pas être de la croissance différentielle comme on vient de le voir. Alors, je vais vous montrer cette fois la coupe d'un tronc de sapin particulièrement belle. Ce sapin a été coupé en 2016. Alors, vous voyez qu'il a des cernes de bois bien visibles. Vous savez qu'un cerne de bois est ajouté chaque année dans le tronc par la périphérie, ici, par le cambium qui se trouve sous l'écorce. Mais vous constatez qu'il est bizarre, ce tronc. D'abord, il est ovale. Sa moelle est excentrée, elle est ici. Et vous voyez qu'il y a deux types de bois. Un bois qu'il a fabriqué, ce sapin, lorsqu'il était tout jeune, au début de sa vie, pendant à peu près les 15 premières années, des cernes bien réguliers qui s'accumulent les uns sur les autres. Et après, il s'est passé quelque chose ici qui fait que le tronc s'est mis à fabriquer un bois complètement bizarre sur une face de ce tronc. Alors, que s'est-il passé exactement? Pour le comprendre, je reviens au diaporama que je partage. Que s'est-il passé? Alors, je reprends le même rondin. Donc, je rappelle, il a été coupé en 2016, ça veut dire que le dernier cerne de bois mis en place, c'est celui de 2016. Et il est né ici en 1986. Si on prenait le temps de compter les cernes, je l'ai fait pour vous, vous arriveriez au dernier cerne ici, bizarre, de l'an 2000, et le cerne précédent, normal, de l'an 1999. Il s'est donc passé quelque chose entre l'année 99 et l'année 2000. Et qu'est-ce que s'est-il passé? Souvenez-vous, il y a eu deux terribles tempêtes qui sont passées sur la France, Lothar et Martin, qui ont incliné ce tronc qui poussait bien droit. Il a été incliné, mais il n'a pas été déraciné.
Et au printemps suivant, de l'an 2000, il s'est mis à mettre en place ce bois particulier qu'on appelle un bois de réaction, puisque c'est un bois en réaction à cette inclinaison. Et chez ce sapin, ce bois de réaction se dilate en vieillissant. Et en se dilatant, il est mis en place sur la face inférieure du tronc. Et en se dilatant, comme un vérin, il pousse le tronc vers le haut. On a donc ici un autre moteur pour le mouvement de redressement d'un arbre. C'est un mouvement par croissance secondaire, alors que tout à l'heure, c'était un mouvement par croissance primaire. Mais que ce soit une plante herbacée ou un arbre, vous voyez, tous les deux se comportent de la même façon et se redressent. Donc au bilan, les moteurs des mouvements des plantes, c'est la croissance, qu'elle soit primaire ou secondaire. Elles répondent à un facteur, la perception d'un facteur qui est la gravité, la verticale. Et ces mouvements de croissance sont orientés puisque la croissance tend à revenir à la verticale. Une croissance orientée, en réponse à une anisotropie du milieu, on va vous expliquer exactement ce qu'est une anisotropie, ça s'appelle un tropisme. Un tropisme en réponse à la perception de la gravité, le mot a été inventé il y a déjà quelque temps, c'est un gravitropisme. Donc c'est ça qu'on va regarder maintenant. Alors, pour comprendre ce gravitropisme, est-ce que c'est bien la gravité? Est-ce que c'est la lumière, possiblement aussi, qui attire la plante vers le haut? Eh bien, je vais donner la parole à Alexandre. J'arrête donc le partage de mon écran. Alexandre, qui est en direct des laboratoires de l'INRAE. Alexandre, est-ce que tu m'entends? Oui, c'est bon, vous m'entendez bien? Eh bien, je te passe la parole pour que tu nous montres ces manips. Ok, donc est-ce que vous pouvez me dire si le son est bon, la caméra est bon, si on voit bien? Oui, on voit bien, on t'entend bien. Ok, parfait. Je suis Alexandre, doctorant en première année à l'UMR CAF et je vais vous présenter ce soir une partie de mon dispositif expérimental. Donc, comme vous pouvez voir derrière moi, il y a 3 sphères. Donc, c'est des sphères d'environ 2 mètres sur 2 mètres, assez grandes, qui comportent environ 90 néons. Le but de ces sphères, c'est de voir la réaction du peuplier, de la plante qu'on va étudier, dans un milieu totalement isotrope au niveau de la lumière. C'est-à-dire que la plante, à la base, va utiliser la lumière pour diriger sa croissance, ainsi que la gravité. Grâce à ces sphères, on élimine le facteur de la lumière et on va seulement étudier le facteur de la gravité pour le redressement de la plante. Dans un premier temps, je vais vous présenter dans le détail une sphère. Donc, sur 2 sphères sur 3, on aura un système de clinostat qui va nous permettre de faire une rotation au niveau du peuplier, un système d'irrigation qui sera automatique, donc qui va nous permettre d'injecter de l'eau directement dans la motte et de fait de pouvoir hydrater correctement notre peuplier. La première étape qu'on va réaliser, c'est le redressement du peuplier. Donc, on va placer le peuplier à l'intérieur d'une sphère, le laisser plusieurs jours pour avoir un bon redressement. Donc, c'est la première chose qu'on va voir. On va ouvrir une des sphères. Donc, comme vous pouvez voir, il y a à l'intérieur un peuplier qui est là depuis environ une semaine. Donc, le peuplier s'est redressé vers le haut. Il était à la base vertical. Et ça, seulement grâce à la gravité, puisque, comme je vous ai dit tout à l'heure, l'effet de la lumière est totalement annulé, vu que la lumière vient de toutes les directions et qui est totalement homogène. Le peuplier se redresse donc seulement grâce à la gravité. Et on va l'activer dans quelques jours pour voir ce que provoque la rotation du peuplier sur lui-même. La deuxième chose que l'on va voir, ça va être quand on active la rotation. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, le peuplier ne va plus savoir où est le haut et où est le bas. On va annuler sa perception de la gravité et il va perdre totalement son orientation. Et le but de ces expérimentations et de ces sphères, c'est de voir qu'est-ce qui se passe quand le peuplier ne peut plus percevoir la gravité. Donc, on va ouvrir cette troisième sphère. Dans un premier temps, je vais vous montrer le clinostat en train de tourner. Donc, comme vous pouvez voir, je ne sais pas trop si ça se voit à la caméra, le clinostat est en train de tourner. Donc, c'est le même système que la première sphère, ce qui va nous permettre de faire tourner sur lui-même le peuplier et de voir comment va agir le peuplier sous l'effet d'une rotation. Donc, on va ouvrir la deuxième sphère. Donc,
Comme vous pouvez le voir sur l'écran, le peuplier est en train de tourner sur lui-même, donc toujours avec le même système que les autres sphères. Ce qu'on voit, c'est que toutes les feuilles se rétractent autour de la tige. Dans un premier temps, elles sont devenues beaucoup plus rigides. Et petit à petit, on peut s'apercevoir, donc on va attendre quelques instants le temps que le peuplier revienne dans le bon emplacement, c'est que la partie basale, donc qui n'est plus en croissance primaire, mais seulement en croissance secondaire, commence petit à petit à se décourber et à redevenir rectiligne. Donc le but, comme je vous ai dit au départ, c'est de voir comment le peuplier va réagir dans ce genre de sphère. Et par la suite, d'autres expérimentations nous vont permettre de savoir comment la plante perçoit la gravité et comment annuler cet effet. Donc voilà, c'est tout pour ici. Donc j'espère que vous avez apprécié et je serai ravi de répondre à vos questions par la suite. Merci beaucoup, Alexandre. Alors, peut-être que je peux montrer ce que tu as expliqué, c'est-à-dire la première sphère où le peuplier ne tourne pas sur lui-même. Et je peux montrer un film que tu avais fait dans ces sphères-là, où on voit le film accéléré, hein, un petit peu comme tout à l'heure sur les plantes. Le voilà. Et si je montre le film, voilà ce qui se passe dans plusieurs jours, évidemment. On voit que la lumière change, hein, c'est-à-dire qu'on a respecté aussi, il me semble, Alexandre, tu respectes les alternances jour-nuit pour que la vie du peuplier soit le moins perturbée possible. Et regardez, je vais un petit peu accélérer le film. Vous voyez ce peuplier qui, petit à petit, se redresse. Là, il ne tourne pas sur lui-même. Hein. Il est donc soumis uniquement à sa perception de la gravité et il se courbe et regagne la verticale. Voilà, ça c'est pour compléter tes propos, Alexandre, et montrer un résultat de manip sur plusieurs jours. De même, pour le peuplier qui tourne sur lui-même, là aussi, quel est l'effet attendu? Alors là, cette fois, c'est un petit clinostat qui vous est présenté, sur lequel on voit tourner une plante à gauche. La plante tourne donc sur elle-même, et à droite, ça ne tourne pas. Vous voyez, ce sont les témoins. Que se passe-t-il au bout de plusieurs heures? Les témoins qui ne tournent pas sur eux-mêmes se sont courbés et ont retrouvé la verticale, normale. Par contre, les plantes qui tournent sur elles-mêmes, eh bien, vous voyez qu'elles ont perdu la tête, elles ne savent plus où est le haut et le bas, et elles sont restées parfaitement rectilignes, parfaitement droites. Alors, les plantes sont donc capables de sentir la gravité, de sentir la direction de la gravité. Quand on annule cette gravité, elle reste droite. Elles font donc de la graviperception. Tout à l'heure, on a vu la réponse, c'est le gravitropisme. Là, c'est la partie sensibilité, c'est la graviperception. Comment se fait cette graviperception? Alors, avant de donner la parole à Valérie et Hugo, je fais un petit détour par nous, chez l'homme. Comment se fait la graviperception? Vous le savez, le sens de l'équilibre chez un homme, ça se passe dans l'oreille interne, à l'intérieur du crâne, ici derrière les tympans. Vous avez un endroit qui s'appelle le vestibule, avec des canaux, 3 canaux, dans les 3 directions de l'espace. À l'intérieur de ces canaux, il se trouve de petits cailloux, on appelle ça des otolithes, ce sont des petits cailloux de carbonate de calcium, qui sont pris dans une gelée et qui vont bouger en réponse au mouvement de la tête. Vous avez ici le personnage qui abaisse la tête et vous voyez le changement de direction de cette gelée contenant les otolithes. Et vous devinez ici des cellules qui tapissent ces canaux, ce sont des cellules sensibles, des cellules ciliées, et le moindre mouvement des otolithes va exciter les cellules sensibles, provoquer des courants électriques qui s'acheminent jusqu'à notre cerveau, qui analyse donc la position de notre corps. Et chez les plantes, alors cette fois je donne la parole à Hugo et Valérie pour poser la question qui va bien. Valérie, tu m'entends? Oui, on est là. On est à toi. Alors, voilà, on va changer. Alors, tu as juste l'écran à lire. Ah, attends, Oui, tout va bien, tout va bien. La question, donc je redis juste la question que vous vous posez, c'est quels sont les capteurs de cette graviperception? Alors, c'est à vous. C'est ça, merci Catherine. Merci Catherine. Donc, on va d'abord illustrer
ce qu'est le vecteur gravité. Donc, c'est Hugo qui va vous présenter en fait cette partie-là et la partie un peu microscopique. Donc, moi, comme je vous le disais, je vais être la caméra woman de l'expérience. Donc, vous m'excuserez, je ne suis pas une professionnelle. Hein. Voilà, on va tenter. Je vais tout d'abord changer la caméra. Donc, voilà, vous allez voir que voilà. Bonjour tout le monde, merci Valérie de faire la caméra. Moi, c'est Hugo. Et du coup, la question qu'avait posée Catherine, c'était qu'est-ce qui se passe à l'échelle microscopique? Comment on est capable de voir ou d'avoir des idées sur qu'est-ce qui pourrait faire le capteur chez les plantes et nous, à prendre un modèle qui est le coléoptile de blé. Alors, pour pouvoir faire ces observations, on va utiliser un microscope, donc on va faire des observations en microscopie. Et pour vous expliquer un peu les contraintes qu'on a besoin pour faire cette expérimentation, on a fait une petite maquette. Alors, je ne sais pas si vous voyez, parce que le caméraman, il fait ce qu'il peut, mais là, je vous ai fait un petit pendule ici, et là, donc, ça vous montre un peu la direction de la gravité. Et donc, quand on va faire des observations, en fait, on va venir regarder notre coléoptile de blé. Je ne sais pas si tu peux venir juste par-dessus. Par-dessus, comme ça. Donc là, c'est le même sens que dans lequel vous allez faire les observations au microscope. Et donc, on va venir observer ce coléoptile de blé. Et on a un petit problème, si vous voyez mon pendule, donc il s'agite un peu. C'est que si on veut faire varier l'inclinaison de la gravité, si on est dans ce plan-là, et ben, vous voyez que du coup, on n'arrive pas à faire varier l'inclinaison de la gravité. Et donc, l'astuce qu'on fait pour observer à la fois ce qui se passe dans le coléoptile de blé quand on fait des variations d'inclinaison, c'est qu'on est obligé de s'incliner et de se mettre à la verticale. C'est-à-dire que là, vous voyez maintenant mon pendule qui se trouve dans le même plan que mon coléoptile de blé. Et donc, quand on va faire des inclinaisons sous microscope, vous voyez qu'on va être capable toujours de suivre le coléoptile de blé et de regarder ici un changement d'inclinaison. Et donc ça, on va le faire maintenant sous microscope en faisant une coupe de ce coléoptile de blé. Alors pour ça, juste pour vous illustrer comment l'observation se fait sous microscope, donc là, c'est comme si je plaçais ma petite maquette ici. Et donc là, vous voyez que le pendule, il est en bas. Et donc, la première chose qu'il faut qu'on fasse pour faire ces observations, il faut qu'on incline le microscope pour se retrouver dans le bon plan et pouvoir faire varier la direction de la gravité. Alors, pour ça, nous, on a clairement, ils ont un microscope qui a été monté sur un cheval à bascule. Hein. Et du coup, on peut faire basculer le microscope pour le mettre dans le bon plan. Et du coup, pour finir avec ma petite maquette, après, je ne vous embête plus avec. Et du coup, là, l'observation, on aura notre observation dans ce plan-là, donc à travers les objectifs, si on regardait comme ça le coléoptile de blé. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir faire une rotation de la platine et regarder ce qui se passe à l'échelle microscopique. Donc, avant de faire ça, je vais vous montrer comment on fait cette petite coupe de coléoptile de blé. Donc, on a fait pousser des coléoptiles de blé il y a 3-4 jours. Vous pouvez faire ça chez vous. Hein. Vous mettez ça dans un petit tissu et vous mettez un peu imbibé. Donc là, vous voyez, c'est des coléoptiles de blé. Alors, les coléoptiles, c'est les 2 premières feuilles qui sortent de la graine de blé et qui vont permettre aux feuilles, après, de retrouver la surface. Et donc, on utilise ça comme modèle dans cette expérience. Et donc, on va couper ça. Alors, je vais juste m'asseoir un peu. Hop. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on utilise une bino. Alors, on va dire encore le coléoptile de blé. Il a une jolie vie. Donc, voilà, le coléoptile de blé. Hop. Et du coup, je ne sais pas si vous verrez bien, mais en gros, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir chercher vraiment ce qui se passe proche du bout du coléoptile de blé. Et on a des zones qu'on aime bien regarder parce qu'on sait qu'on va en trouver pas mal de ces capteurs. Donc, on va venir couper 2 petites tranches fines. J'essaie de ne pas trembler. Hop. Voilà. Je ne sais pas de toute façon si vous allez les voir ou pas. On ne voit pas trop, mais on devine. Mais de toute façon, hop, je vais faire comme ça, clac. Et donc, cette petite tranche-là, je ne sais pas si vous la voyez, mais on va venir la mettre entre une lame et une lamelle. Celle-là, là, hop. Et on va pouvoir observer ça au microscope. Donc ça, je l'ai fait juste avant que la conférence démarre. Donc, on a une petite lamelle où vous pouvez voir, je pense, la pointe du coléoptile de blé. Donc, on va aller regarder ça sur le microscope et voir un peu si on arrive à voir ces petits capteurs. Alors là, ce que je fais, c'est que je vais venir essayer de me mettre en face du coléoptile de blé. On va commencer avec un petit grossissement et après, on va vous montrer l'image à l'écran.
Ça fait d'y arriver, parce que c'est jamais facile en direct. Donc là, le microscope est bien sûr couplé avec une caméra qui est elle-même, bien sûr, reliée à l'ordinateur. Donc, on est capable sur l'écran de l'ordinateur de voir en fait là, nos observations du microscope. Après, c'est que je fais la mise au point. Donc là, vous voyez, c'est le bout du coléoptile de blé que j'ai coupé. Vous voyez, donc là, c'est bien coupé. C'est comme si on se trouvait vraiment au bout du coléoptile. Et en dessous, ce que vous voyez, c'est le vaisseau, les vaisseaux qui se trouvent dans le coléoptile de blé. Et si on regarde bien le long de ce vaisseau, on voit des espèces de petits tas là, au fond de certaines cellules. Et ces petits tas, c'est des statolithes. Donc, ce qu'on appelle les statolithes, c'est des petites poches qui sont remplies d'amidon et qui sont un peu plus lourds que le milieu de la cellule. Alors, je vais essayer de zoomer un peu plus pour qu'on les voit mieux. Donc, on change l'objectif. Là, on change l'objectif, on grossit encore plus, voilà. On passe à 1x20. Et alors, ce que vous allez voir, donc on va voir exactement la même chose, mais on va aller voir un peu mieux. Et donc, vous voyez, je vais essayer aussi de mieux contraster l'image, soit un peu plus agréable. On va prendre celle-là, par exemple. Vous voyez, donc là, on peut détourer une cellule à la main. On voit que ma coupe, elle est un peu penchée par rapport à la gravité. La gravité, elle est verticale ici. Et donc, vous voyez que ces grains, ils semblent sédimenter au fond. En fait, ils sédimentent parce qu'ils sont plus lourds que le milieu environnement de la cellule. Donc, la gravité les fait sédimenter au fond de la cellule. Et donc, ce que nous, on étudie après, donc c'est ça c'est ça qui fait le capteur chez la plante. Et ce qu'on va étudier, c'est un peu sa dynamique. Alors là, vous ne voyez pas grand-chose parce que c'est des choses qui se passent assez lentement dans la nature. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a préparé une coupe ce matin et je vais vous la montrer. Donc, avant, je vais vous montrer celle-là. Donc, en fait, si vous les laissez droite et bien sédimenter longtemps, vous allez obtenir une image comme celle-ci. Vous voyez que le long de ce vaisseau du coléoptile de blé, vous allez avoir plein de ces cellules où vous allez avoir comme des tas de sable qui vont sédimenter au fond des cellules. Et ce qu'on va faire pour étudier la dynamique, c'est qu'on va incliner cette lame de 90 degrés. Alors ça, je vais vous le montrer sur la lame qu'on est en train de regarder actuellement. Hop, donc là, si je me mets à peu près droit, alors je vais rallumer la lumière, ça vous verrez ce que je fais sur le microscope. Vous voyez, du coup, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va incliner du coup notre tige de coléoptile de 90 degrés. Hop. Et on va venir regarder ce qui se passe au cours du temps pour voir comment évolue la position de ces petits tas de sable dans ces cellules. Hop. Et alors là, c'est ce que vous avez ici, mais alors, si on regarde en direct, il ne va pas se passer grand-chose parce que c'est des processus assez lents. C'est un peu comme si vous regardez une plante sur passer à l'échelle de la plante entière. Si vous ne faites pas des films en accéléré, vous n'êtes pas capable de voir ce qui se passe et d'analyser la dynamique. Donc, pour vous épargner un film un peu ennuyeux de 30 minutes, on va vous l'accélérer. Donc, on a fait cette manip ce matin encore. Donc là, vous êtes dans la même position. C'est un grossissement encore un peu plus fort. Donc là, on reconnaît les mêmes cellules qui vont nous servir de modèle de capteur et ces petits grains d'amidon. Donc ça, il faut vous rappeler, ils sont au fond de la cellule parce que juste avant, en fait, le grain était dans ce sens-là, quoi. Et du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on a tourné la platine. Et maintenant, ce que vous allez voir, c'est une vidéo accélérée. Donc en vrai, ça dure 30 minutes, mais là, ça va durer 15 secondes. Et si vous regardez bien, donc vous voyez les grains qui bougent. Et donc, je vous l'ai passé plusieurs fois pour l'analyser un peu. Donc, ce qu'on voit, c'est que toutes ces cellules ont le même mouvement et que ce mouvement, on va aller zoomer sur une seule cellule pour l'analyser un peu. Il est décomposé en plusieurs phases. Alors, j'attends la fin du film. Hop, je vais zoomer un peu sur une cellule pour vous aider un peu à voir. Hop. Alors là, vous allez regarder, donc vous allez bien regarder ce qui se passe au niveau des grains. Hop, je lance le film. Donc vous voyez qu'il y a une première phase qui se passe très 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 vite. En fait, là, il s'est écoulé 2 minutes. Donc le tas de sable est tombé, les tas de grains de satellite, pardon, est tombé assez brusquement et on a encore un angle. Donc si vous vous rappelez, la gravité, elle est verticale. Pour nous donner un sens de l'inclinaison, c'est pas génial. Donc, si on continue à regarder, si on filme plus longtemps, on voit qu'il y a un deuxième mécanisme en fait, qui coexiste tout le temps avec, c'est que ces grains, ils ont une certaine agitation.
et que cette agitation, elle va permettre de casser un peu cet état bloqué dans lequel ils s'étaient mis, les grains, et qu'à la fin du film, on a recommencé au début, donc je vais me remettre à la fin, hop, à la fin, vous voyez que le tas est quasiment horizontal, et en fait, ça va nous permettre d'avoir un capteur qui est bien sensible à l'inclinaison, et qui permet donc de donner à la plante on va dire un niveau une orientation par rapport à son inclinaison à l'échelle cellulaire. Alors, pour résumer un peu tout ce que je raconte, en fait, on a fait ça, vous voyez, c'est des expériences qu'on fait sur beaucoup d'individus, et après, on est capable de quantifier cette avalanche de grains d'amidon dans les cellules. Donc, c'est l'image que vous avez en haut, on va venir détourer les cellules, et on va venir regarder l'angle que fait l'interface entre le tas, là, ici, qui est en noir, et le reste de la cellule, et on va analyser cet angle au cours du temps. Et donc, c'est ce que vous avez sur la figure juste en dessous. Vous avez, du coup, cet angle au cours du temps, sur 30 minutes. Et donc, en fait, on voit très bien sur cette figure qu'il y a deux régimes, ce qu'on appelle deux régimes. Donc, vous voyez que ça fait une première pente, puis ça en fait une deuxième. Et en fait, du coup, la première pente, c'est ce qu'on voyait au bout des 2 minutes, c'est le tas de sable classique qui tombe et qui fait un angle bloqué, comme quand vous faites un château de sable à la plage avec du sable sec et que vous enlevez le pot, et ben vous allez avoir un angle. Et donc ça, ce n'est pas un super capteur d'inclinaison. Et la deuxième phase que vous avez vue, c'est ce mouvement qui est très lent à partir de cet angle bloqué pour retourner à l'horizontale. Et ça, c'est un mécanisme qui est beaucoup plus efficace pour de faire un capteur d'inclinaison. Donc chez les plantes, ou du moins là pour l'instant chez le coléoptile de blé, ce que nous avons pu voir avec ces manips, c'est que du coup, la plante a un capteur, enfin le coléoptile a un capteur qui est composé de grains, capteur d'inclinaison qui est composé de grains, ce qui est assez bizarre, mais ces grains, ils ont une petite particularité, c'est qu'ils ont ce mouvement d'agitation qui leur permet de se comporter quasiment presque comme un liquide et de donner vraiment l'inclinaison du coléoptile comme le ferait un niveau à bulle à l'intérieur du coléoptile de blé. Alors ça, c'est pour le coléoptile de blé, mais on trouve ça aussi sur la tige et dans les racines. Alors, un dernier truc à vous montrer, dans ce petit tableau, c'est qu'on a fait des coupes de racines pour vous illustrer un peu où se trouvent ces petits grains d'amidon dans les racines. Alors cette fois-ci, c'est une coupe fixée, donc il n'y a plus rien qui bouge, tout est complètement figé. Ce que vous allez voir, c'est ce que vous pouvez observer quand vous faites une coupe très fine de racines et avec une petite coloration. Et donc là, ce que vous voyez, donc vous avez donc la pointe de la racine, c'est vraiment l'extrémité d'une racine d'une plante. Et donc vous voyez ces petits grains ici, là, je vais zoomer un tout petit peu dessus. Vous voyez ces petits grains là ici sont coloriés en un peu mauve. Et ben, c'est les mêmes grains d'amidon que vous avez vus dans le coléoptile de blé. Donc, on retrouve ces capteurs aussi dans la pointe racinaire. Et si on s'amusait à la tourner en direct avec une racine vivante, on les verrait aussi bouger et sédimenter dans le sens de la gravité. Donc, voilà, j'espère que je vous ai un peu expliqué, que vous avez pu voir comment fonctionnait ce capteur. Donc, je vais redonner la main à Catherine pour qu'elle continue ses explications. Merci Hugo, merci Valérie, c'était très bien, on a tout bien compris. Donc je vais reprendre la main et simplement conclure sur ce que tu viens de nous montrer. Donc en gros, si je t'ai bien suivi, nous avons vu qu'une plante, pour sentir la verticale, pour sentir l'inclinaison de sa tige par rapport à la verticale, possède des grains d'amidon qu'on appelle des statolites, qui, alors c'est pas le mot, tu ne mets pas ce mot, j'ai oublié de le changer, Hugo, donc qui sédimentent ou en tout cas qui tombent, puis sont agités pour retrouver un niveau horizontal. Ces capteurs sont des capteurs donc de position. Tu as parlé de niveau à bulle, c'est une belle image. On peut aussi les taxer d'inclinomètres. Donc, une plante possède des milliers de petits inclinomètres dans ses racines et dans sa tige. Alors, se tenir droit comme un I, je reviens sur la plante entière. Voici ici un peuplier qui a été incliné de 35 degrés à peu près, et la flèche jaune vous permet de suivre la forme de sa tige au moment de son redressement. On a expliqué qu'il y avait une courbure à la base, je vous l'ai montré sur la tomate ou sur les arbres, mais pour se tenir droit et finir bien vertical, il faut également
qu'il y ait une décourbure au sommet de la tige. Et cette décourbure est donc sur la face opposée à la courbure. On voit assez bien cette décourbure quand on re-regarde la tige d'arabette qui se redresse. Je la remets au début, regardez, elle adopte une forme en S avant de se fixer à la verticale. Ça veut dire deux choses. Ça veut dire qu'une plante, pour se tenir droite, doit corriger sa posture, exactement comme un homme. Si elle est inclinée par rapport à la verticale, elle va se redresser par la courbure et rectifier sa tige, c'est-à-dire redevenir rectiligne grâce à la décourbure. Et ces mouvements passent par la graviperception, on vient de le voir, et donc par la mesure très précise de son angle d'inclinaison par rapport à la verticale. Mais est-ce que c'est suffisant? Alors, pour savoir s'il y avait d'autres choses cachées derrière ce mécanisme, l'équipe, il y a quelques années, a modélisé le redressement d'un arbre dans un ordinateur. Voilà cette modélisation avec l'équation qui est ici affichée sur l'écran. Ce modèle mathématique, alors comment ça se lit? Ça se lit assez simplement. À gauche, le terme à gauche de l'égalité illustre la vitesse de redressement de la tige, c'est-à-dire la variation de courbure au cours du temps. Et le terme de droite, vous voyez que cette variation de courbure au cours du temps, est proportionnelle à un terme A qui désigne l'angle d'inclinaison de cette tige par rapport à la verticale. Ce terme est modulé par un facteur ici qui exprime la sensibilité à cette perception de l'angle d'inclinaison A. Alors, on va faire tourner le modèle, il est ici en dessous. Si ce modèle, donc vous l'aurez compris, ce modèle ne prend en compte que la mesure de l'angle d'inclinaison, donc la graviperception, s'il n'y a que la graviperception, ça devrait marcher. Les couleurs, en deux mots, la ligne est parfaitement bleue quand elle est parfaitement rectiligne. Et les couleurs sont chaudes, vous allez voir du rouge, du jaune, lorsque la tige se courbe. Et voilà ce que donne le modèle. Vous voyez qu'on a bien une courbure à la base et une décourbure juste au-dessus. Donc ça marche, hein, mais si on laisse un petit peu plus de temps, vous voyez que ça se recourbe à nouveau dans un sens et ça se décourbe dans l'autre. Donc en fait, ça ne fonctionne pas parce que cette tige ne se fixe jamais à la verticale. Elle ne fait qu'osciller autour de la verticale. Ce modèle mathématique a permis de se rendre compte que la graviperception n'est pas suffisante pour expliquer le redressement et la rectification d'une plante à la verticale. Alors, qu'est-ce qu'il manque? Si on fait encore un petit pas de côté et qu'on passe par nous, chez nous, comment est-ce qu'on corrige notre posture? On fait de la graviperception, je vous l'ai expliqué, dans l'oreille interne. Mais on ne fait pas que cela. Dans tout le corps, il existe un sens supplémentaire qui s'appelle la proprioception. Ce sens, c'est celui qui permet à notre corps de ressentir sa position dans l'espace. Et ce sens passe par l'existence de capteurs mécaniques qui sont capables de ressentir les déformations de nos cellules, alors au niveau de nos articulations, au niveau aussi de la plante de nos pieds. Il y a beaucoup de ces capteurs sur la plante des pieds. Et tous ces petits récepteurs mécaniques sensibles à la déformation envoient des signaux électriques par des voies particulières jusqu'à nos centres nerveux, en particulier le cervelet. Et c'est tout ce qu'on appelle la somesthésie. Donc la proprioception, c'est le sens de la perception de soi-même, c'est avoir le sens de sa forme propre. Alors, au laboratoire, on travaille sur le redressement des plantes, mais pas seulement. Dans la même équipe, il y a des gens qui travaillent sur la capacité qu'a une plante à sentir le vent et à pousser dans le vent. Et il y a quelques années, à Clermont-Ferrand, cette équipe a montré qu'une plante ressentait le vent par l'intermédiaire des flexions de sa tige et donc par l'intermédiaire de la déformation de ses cellules. Donc on sait qu'une plante perçoit la déformation de ses cellules. On a donc ajouté à ce modèle mathématique de tout à l'heure un terme supplémentaire, C, c'est-à-dire la perception des courbures en tout point de la tige et au cours du temps. Et on a donc cette fois un modèle qui mêle à la fois la graviperception avec la perception de l'angle d'inclinaison
et la perception des courbures, c'est-à-dire la perception des déformations. Et cette fois, ça marche. Ça se courbe à la base, ça se décourbe au sommet et ça redevient parfaitement rectiligne. Donc la plante se rectifie. Et là, ça colle à ce qu'on peut voir sur le terrain, à ce qu'on peut observer sur une vraie plante. L'arbre, la plante, perçoit donc son inclinaison par rapport à la verticale grâce à la graviperception et se redresse. Mais en même temps, elle perçoit ses propres courbures par sa proprioception et elle se rectifie. En conclusion, Valérie, si tu veux me rejoindre, et comme ça, bientôt, on pourra répondre à vos questions. En conclusion, on a montré qu'une plante inclinée perçoit son angle d'inclinaison par rapport à la verticale en faisant de la graviperception. Que les petits systèmes, les systèmes de perception sont conditionnés comme des inclinomètres. Tout à fait. Qu'en réponse, les plantes font des mouvements de croissance qui leur permettent de se courber et de se redresser, c'est le gravitropisme. Et qu'en plus, vous avez compris à travers les explications de Catherine que les plantes sont capables de percevoir donc ses propres courbures et qu'on appelle ça la proprioception. Tout à fait. Voilà. Et cette proprioception permet à la tige de se rectifier en s'alignant sur elle-même. Et donc finalement, une plante fait comme un homme, est capable de se redresser, de corriger sa posture pour se tenir droit comme un I. On termine, Valérie, par quelques remerciements. Voilà, on voudrait remercier donc l'ensemble du PIAF, bien sûr, et l'équipe MECA qui a participé à ces travaux, et puis citer aussi nos collaborateurs qui ont largement contribué à la partie donc de microscopie qu'on vous a illustrée, donc Yoël Forter, Antoine Desrues, Olivier Poliquin, donc du CNRS et de l'Université Aix-Marseille, et bien sûr Bruno Moulia a largement contribué à ces travaux, ainsi que Nicole, Brunel, Brigitte Gérard, Stéphane Cloquin et François Bizet plus ponctuellement. Voilà. Et on remercie Marie-Lou pour son soutien donc, en tant que camérawoman, donc avec Alexandre. Voilà. Merci de votre attention et puis on est là pour répondre à vos questions, bien évidemment. À vous les studios. Voilà. J'espère que vous m'entendez. Un grand merci de notre part. C'était très clair, très beau, un beau voyage, presque dans l'espace, mais dans la nature aussi. Et donc, je pense qu'on peut passer dans un mode partagé avec tout notre public, qu'on invite chaleureusement à poser des questions à partir de tout de suite, à la fois sur la discussion de Zoom, mais aussi pour les publics en live sur YouTube. Vous pouvez poser des questions sur la chat donc, de YouTube et je donnerai la parole aux personnes sur Zoom et je relirai les questions pour les personnes à distance. Voilà, et en fait, je me permets de commencer avec une question à moi qui m'est turlupinée pendant la question, surtout dans cette belle analogie avec le corps humain. Mais justement, comme vous nous avez bien illustré, dans les corps humains, ces petits cailloux qui bougent sollicitent après des nerfs, donc des signaux électriques. Après, c'est le cerveau qui envoyera les signaux de correction en quelque sorte. Alors que je suppose que dans les arbres, ça va se jouer un peu plus bas niveau, un peu plus local, du coup. Donc, il y aura quelques peut-être mécanismes qui va s'occuper de tout ça. Je ne sais pas si vous vous êtes intéressé à cette phase. Alors, je vais juste entamer la réponse, puis je vais passer la parole aux collègues. Donc là, Mathéo, tu poses la question en fait de l'intégration du signal. Chez nous, effectivement, ça passe par un centre intégrateur qui est le cerveau, et donc il y a nécessité de faire circuler l'information de l'endroit où le facteur est capté, donc oreille interne, jusqu'au cerveau. Chez les plantes, il n'y a pas de cerveau, donc il n'y a pas d'intégration par un cerveau. Et effectivement, les choses vont se passer beaucoup plus localement. Est-ce que vous voulez intervenir, Valérie? Oui. Alexandre? Oui. Ce qui a été montré clairement, c'est que la suite de
de la sédimentation et de l'agitation des amyloplastes. Donc, il y a certains signaux, dont une redistribution du calcium très localement qui a été montrée, et ensuite qui est suivie en fait par une redistribution d'une hormone qu'on appelle l'auxine. Et cette hormone participe en fait à la croissance des cellules. Donc, donc en fait, l'hypothèse, c'est que la sédimentation des amyloplastes dans la partie en fait basale de la cellule va induire plutôt une réponse en fait des gènes induits par l'auxine, une répartition de l'auxine différentielle avec une accumulation de l'auxine dans la partie inférieure, par exemple, et donc cette répartition de l'auxine de part et d'autre de l'organe va créer en fait une croissance différentielle, et elle contribue en tout cas à l'établissement en fait de cette courbure, quoi. Donc voilà ce qui a été montré. Il y a sans doute d'autres hormones qui participent, mais voilà, c'est un peu l'hypothèse qu'on a pour le moment. Voilà, pour compléter, en fait, l'autre image qu'on peut avoir de cette redistribution d'auxine qui est l'hormone de croissance et qui va donc faire de la croissance par exemple différentielle sur les parties primaires, c'est qu'on peut voir cette boîte où on a le capteur dans cette cellule, et en fait, ça va des flux d'auxine, il y en a tout le temps. Sauf qu'en fait, quand on va incliner, donc on va avoir ce tas qui va commencer à sédimenter et à faire une dissymétrie au niveau de la cellule. Et on pense que c'est cette dissymétrie qui va réorienter le flux d'auxine soit vers le haut, soit vers le bas, dans le sens où on incline pour la partie aérienne. Et c'est ça qui va après ensuite induire la réponse à l'échelle de la plante. Voilà. Mais ça, c'est des travaux qui sont encore en cours, et il y a plein de réflexions qui sont là-dessus. Sur comment on passe du coup de cette petite échelle du capteur, donc comment le capteur va remodifier ce flux d'hormones de croissance et faire la réponse à l'échelle de la plante globale. Ouais, très intéressant, vraiment fascinant. On va donner la parole à Gabrielle Mamon, qui a une question. Je ne sais pas si vous m'entendez. Bonjour. Oui, très bien. Bonsoir. En tout cas, merci beaucoup pour cette très, très belle présentation. Alors, je précise que je ne suis absolument pas scientifique, mais juste une passionnée de botanique. Et j'avais une question concernant ce gravitropisme. En fait, vous expliquez comment la plante se remet en position droite. Et comment peut-on expliquer finalement ce que moi j'avais compris comme un gravitropisme négatif, qui sont ce qu'on trouve par exemple sur tous les arbres qui sont des saules, qui à l'inverse se dirigent vers une autre direction nativement. Alors, je me permets aussi. Vas-y. Donc, bonjour Gabrielle, merci de votre question. Donc, la première chose précisée quand vous dites gravitropisme négatif, c'est déjà le cas d'une plante en fait. Le gravitropisme avait été défini pour les racines d'abord, et la gravité, ça va vers le bas, vers le sol. Donc, quand on disait gravitropisme, je suis allée un peu vite, mais c'est un gravitropisme positif pour les racines et négatif pour les tiges. Ça, c'est une première chose. Ensuite, vous évoquez ces saules, en particulier les saules pleureurs. Et là, on a deux interprétations possibles. Le saule pleureur, avec ses branches qui ploient vers le sol, à cause du fait que le bois est relativement flexible. Et puis, il y a aussi des arbres pleureurs qui sont des pleureurs actifs. C'est-à-dire que pour abaisser les branches vers le sol, ces arbres-là vont fabriquer un de ces bois que j'ai présenté là, un petit peu comme celui-là, c'est-à-dire des bois de réaction, des bois bizarres, qui sont bourrés de contraintes mécaniques, ces bois, et qui vont en fait abaisser activement les branches vers le sol. Voilà. Donc il y a deux aspects. Il y a l'aspect ça pèse, la branche pèse et elle a un bois flexible qui fait que ça va tomber. Et puis il y a les pleureurs actifs qui fabriquent des bois de réaction pour abaisser leurs branches de manière active. Vous voulez rajouter quelque chose? De ce que je connais, en tout cas, je ne sais pas si on connaît la liaison entre la position du capteur dans ces arbres-là et la direction de la réaction. Non, ça fait très peu étudié, voire pas étudié. Ouais. Merci beaucoup. Je vous en prie. Il y a d'autres questions? On est trop clair, en fait. Alors, oui, il y a une question dans la discussion.
donc, qui dit pouvez-vous expliquer les mécanismes détaillés ou une hypothèse concernant la proprioception de la plante qui intervient en plus de la gravité? Alors oui, est-ce que la question porte sur la nature des acteurs de la proprioception? Donc, Oui, je pense que vous avez bien montré sur la graviception ces petits otolithes qui se déplaçaient. Peut-être, j'interprète que voilà. Est-ce qu'il y a un autre mécanisme un peu similaire qui aide dans la proprioception? Oui, alors c'est vrai que chez les plantes, en fait, la proprioception, elle a été étudiée très tardivement. Donc, on n'a pas beaucoup de découvertes chez nous à Clermont en 2013. Donc, c'est quand même assez récent. Et donc là, notre hypothèse, en fait, sur laquelle on est en train de travailler pour essayer de comprendre un peu mieux les mécanismes qui sont sous-jacents, c'est le rôle du cytosquelette et de l'actine. En fait, qui pourrait. Donc, c'est quoi l'actine? Enfin, c'est quoi un cytosquelette, hein? Donc, pour ceux qui connaissent pas bien les cellules, donc on les retrouve sur l'ensemble des cellules, hein, chez les humains aussi. Il y a un cytosquelette qui en fait maintient notamment la forme cellulaire, mais qui a aussi un rôle en fait dans les qui est modifié suite à des changements de contraintes, par exemple, au niveau des cellules ou de forme d'une cellule, etc. Donc, c'est comme un squelette, hein, le nom est assez, je trouve, assez joli. Et donc, ça forme des filaments, en fait, dans la cellule, hein, des câbles, en fait. Hein, et donc, ces câbles peuvent aussi, c'est très dynamique, hein, et donc, ils peuvent aussi être modifiés, leur orientation peut être modifiée, etc., au cours de la croissance ou au cours d'un changement d'orientation. Donc, on pense en fait que ces câbles d'actine interviendraient en fait dans la mise en place en fait de la courbure. Donc, ça, c'est une hypothèse. Donc, on a montré, c'est une équipe japonaise notamment qui a montré qu'en fait des mutants en fait dans sur certaines molécules en fait qui affectent ce réseau d'actine, eh bien, ces mutants-là ne sont pas capables en fait de se redresser complètement. Donc ça, ça a été montré. Il y a aussi d'autres mutations comme celles qui affectent notamment l'auxine à nouveau, qui aussi ont des mécanismes de proprioception très modifiés. Donc il y a quelques hypothèses, je dirais actine et auxine en fait, c'est en cours là. C'est un peu les deux que je retiens dans la littérature. Et du coup, si je peux juste rajouter sur le papier dont tu parles, moi je me souviens que c'était des choses qui oscillaient à un mouvement. Oui, c'est ça. Et que c'était un peu comme le modèle. C'est des twists en fait, à twist en fait. Donc en fait, c'est des plantes qui ne stabilisent pas, voilà, qui continuent à osciller continuellement. Elles n'ont pas, du coup, elles n'arrivent pas à se tenir droit comme. On dit qu'elle twist en fait. Très bien. Donc, on a une autre question dans le public, donc de Didier, à qui je donne la parole. Merci beaucoup. Merci pour aussi vos belles images, parce que c'était assez clair. Ce n'est pas toujours le cas des fois dans les présentations, mais là, on voyait assez bien. Merci beaucoup. Ma question, ou une de mes questions, c'est sur l'expérience où on voyait la rotation du peuplier. Donc, est-ce que la vitesse de rotation a une influence? Est-ce que vous avez fait varier à différents niveaux et qu'est-ce que ça a donné? Oui. Alors là, ça tourne, les peupliers tournent à un tour par minute, c'est ça? C'est 2 tours par minute pour l'instant. Ouais. Et pour l'instant, on n'a pas prévu de changer la vitesse de rotation. Mais je pense que si on s'aperçoit qu'on aperçoit les mêmes mécanismes avec cette vitesse de rotation, je pense que ça sera intéressant justement de changer cette vitesse. Mais pour l'instant, on se base sur ce qu'on a et sur ce qui marche. Peut-être que je peux expliquer pourquoi vous avez choisi cette vitesse. C'est la vitesse qui, justement, est inférieure au facteur de gravité, non? C'est ça? Pourquoi vous avez choisi le tour par minute? Je pense que c'est parce que c'est ça. Je pense que ça permet au grain de rester toujours en suspension dans les statocytes. Quoi. Donc, c'est la vitesse qui marche bien, comme dit Alexandre. Et pour l'instant, on se fixe là pour avoir toujours le même facteur. Et cette vitesse a été choisie parce qu'on a pu démontrer qu'il n'y avait plus cette sensibilité à la gravité, parce que les statolithes sont en permanence brassés dans les cellules et ne sédimentent plus. Ça, si je peux ajouter, donc, les observations qui ont été faites au clinostat, c'est jamais des observations microscopiques, ça a toujours été fait à l'échelle de plantes entières. Et donc, je pense que là, c'est un peu de la littérature, et c'est ce que les gens ont observé comme vitesse
permettant aux plantes de pousser droit alors qu'elles étaient inclinées. Voilà, c'est ça. Et du coup, ce qui se passe vraiment à l'échelle du capteur, on pense que du coup, ça fait un espèce de mode où les grains se mettent à flotter au milieu et à plus donner d'orientation particulière ou à plus former de dissymétrie particulière dans les cellules. Et c'est pour ça que du coup, elles pousseraient droit sous spinostat. Mais ça, on ne connaît pas trop parce qu'on n'a jamais observé vraiment à l'échelle microscopique ce qui se passe dans les capteurs quand on fait tourner une plante. Et d'autant plus avec des peupliers, je pense que c'est très compliqué. Et ça dépend de la géométrie des cellules, en fait. Oui. Si les cellules elles sont très grandes, leur rapport d'aspect, longueur, hauteur, ça va être aussi un facteur déterminant sur la vitesse et qu'on a du mal à... On ne sait pas trop encore. Donc c'est un peu totalement et c'est pas évident. Et ce qui est nouveau aussi, moi je rajouterais quand même, ce qui est nouveau et assez exceptionnel ici à Clermont, c'est qu'on travaille sur des arbres. Parce qu'il y a beaucoup d'expériences qui sont faites, et c'est normal, sur les plantes herbacées, parce qu'elles sont plus faciles à manipuler, qu'elles poussent plus vite, etc. Et ici, donc, les manips qu'Alexandre met en œuvre, c'est sur du peuplier. Donc, on est quand même sur un autre type de matériel plus complexe à manipuler. Merci beaucoup. Vous avez ici sur des chaînes, parce que c'est plus long à croître. Oui, c'est beaucoup plus lent. Le peuplier est à la fois un arbre et un arbre à croissance rapide. Je ne sais pas. Oui, dans les arbres. Dans les arbres, c'est un arbre à croissance rapide, en fait, comme l'eucalyptus notamment. Il y a des espèces comme ça qui ont une croissance très rapide. Et donc, c'est un modèle qui est un peu plus facile en expérimentation. Et en plus, bon, c'est un modèle qui est aussi utilisé pas mal par les généticiens, biologistes moléculaires, en fait. C'est donc le génome a été séquencé, notamment. Donc on peut aussi avoir on a des outils en fait pour avoir des peupliers transgéniques en laboratoire qui nous aident en fait à comprendre certains mécanismes. Nous avons une question de notre public sur YouTube en direct, donc je vais la lire moi-même. Donc c'est une question sur les temps de latence entre la perception et la gravité et la déformation effective de la plante. Peut-elle pousser la plante à se déformer dans une direction alors que cela n'est plus nécessaire? Ah ouais. Est-ce que tu peux, toi, te rappeler de ce qu'on a fait? Alors, ça, les temps d'intégration, les temps d'intégration, à les regarder. Et alors, est-ce que... Ouais, c'est pas si facile. On a un temps de réponse qui permet aussi donc, tout ce qui va être très, très rapide. Donc, c'est un mécanisme assez lent. Donc, ce temps d'intégration, en fait, il protège un peu la plante en tout cas chez les herbacées, à éviter de confondre. Je me prends du vent et je cible comme ça, donc je vais agiter mon capteur plus ou moins fort et je dois lancer une réponse en croissance qui me coûte de l'énergie et du coup, si je ne suis pas vraiment tombé, je n'ai peut-être pas besoin de me redresser. Après, l'étude vraiment précise entre le temps où c'est tombé et là où ça commence à se courber, on commence à avoir des idées là-dessus en faisant des expériences qui sont des inclinaisons transitoires, c'est-à-dire qu'on ne va pas laisser la plante complètement inclinée jusqu'à la fin de l'avalanche, mais on va attendre les temps intermédiaires et voir comment la réponse à l'échelle de la plante s'effectue. Et là, en fait, on voit qu'effectivement, on a 3 temps qui arrivent. On a un temps de latence, on a un temps de l'avalanche et on a le temps de la mise en place de la réponse à l'échelle de la plante. Et en fait, c'est ces trois temps qui va nous dire un peu sur ces questions. C'est pas très clair la réponse, mais c'est en fait c'est encore un peu. C'est un peu une question de nom qu'on a quand même. En cours. On a du mal en fait. Mais c'est pas effectivement, donc il y a ces temps de latence qui sont importants à prendre en compte. Et pour ça, il faut étudier toutes les échelles. Et juste pour insister sur ce que tu disais, tu as bien montré, Hugo, que quand tu bascules ton coléoptile sous le microscope, tu ne vois pas immédiatement tomber les statolites et tu as montré un film, tu as dit pour vous épargner 30 minutes d'attente devant l'écran parce que voilà, il faut une demi-heure pour que les statolites aient complètement fini leur course et qu'ils se retrouvent à l'horizontale.
Une demi-heure, ben, c'est bien, parce que comme disait Hugo, ça permet de faire la distinction entre un coup de vent qui va incliner la branche ou la tige de manière transitoire, et ça, ben, la plante ne va pas percevoir ça comme une perte de verticalité. Et ça permet effectivement de faire cette différence entre le vent et la perte de verticalité appuyée, quoi. Et moi, je vois une question, Mathéo, là, dans le chat. Oui, j'attendais de la poser. Justement, c'est donc, avez-vous une évaluation des parts d'influence respectives de la lumière, de la gravité et de la proprioception? On a vu que vous avez bien éliminé l'effet de la lumière avec votre super dispositif. Oui, avec les sphères, Alexandre. C'est ça. Donc, avec les sphères, comme Catherine a dit, vu que la lumière est totalement isotrope, on n'a aucun effet de la lumière sur la croissance en fait, de la plante. Donc, là, elle est nulle. Et en fait, vu qu'on va prendre des photos toutes les 30 minutes, on va suivre la cinétique du redressement. Et en fait, on a un logiciel qui s'appelle Interact. Et grâce à ça, on va pouvoir calculer des facteurs de graviperception et de proprioception. Et du coup, voir sur la totalité de l'expérimentation à quel moment on a eu de la graviperception et à quel moment c'est passé à la proprioception. Et en fait, c'est vraiment une balance entre les deux éléments. Si je peux compléter, du coup, ça c'est un modèle avec la gravité et la proprioception, mais clairement, il en fait aussi avant ça un modèle mathématique où on peut rajouter la perception de la lumière, et du coup, on a du coup 3 termes et on peut commencer à faire la balance entre les je ne sais pas si expérimentalement ça a été fait. Alors, pas avec les 3, ma connaissance. Par contre, peut-être juste pour le plaisir, c'était vous montrer qu'on peut tout à fait séparer les deux sens. Je partage. Séparer le sens de la graviperception et le sens de la proprioception, et on peut parce qu'ils agissent en même temps, bien sûr, mais on peut les visualiser séparément. Et pour cela, on va utiliser un appareil qui a aussi été conçu à Clermont, qui est le gravitron. Excusez-moi. Voilà, donc c'est un extrait enfin, ce sont nos expériences, et c'est extrait d'un film qui est passé sur France 5, où on voit ici le gravitron. Alors le gravitron, c'est quoi? C'est un espèce de bras vertical sur lequel on place les petites plantes à l'horizontale. On voit ici Stéphane qui installe les arabettes à l'horizontale. Et là, sur cette plaque qui ne bouge pas, dans un premier temps, on va voir la graviperception. Voilà la plante qui réagit à la perception de la gravité, qui se courbe et se redresse. Elle fait aussi de la proprioception, mais on ne peut pas distinguer les deux. Mais regardez un petit peu plus tard, on fait tourner sur elle-même la plaque sur laquelle sont les plantes, et on voit les plantes qui se décourbent et s'alignent sur elles-mêmes. Donc en fait, ce petit mouvement-là de ces plantes, ça permet de visualiser véritablement la proprioception. La plante était complètement courbée. Quand elle tourne sur elle-même, elle ne perçoit plus la gravité, donc elle se décourbe et elle se réaligne. Alors évidemment, je réponds pas, on ne peut pas répondre tout à fait à votre question, hein, quelle est la part de chaque facteur. Tout ce qu'on peut voir là, c'est qu'on peut les séparer. Donc une autre manière de les séparer, donc il y a le gravitron qu'on utilise régulièrement. Une autre méthode, c'est d'imposer en fait une inclinaison à un moment donné à la plante et de la soumettre à la microgravité, quoi. Donc c'est un projet d'ailleurs qu'on a soumis, qui est accepté et qui devrait faire l'objet d'une expérience spatiale, quoi. Donc l'idée c'est un peu ça, quoi. C'est qu'on supprime à un moment clé en fait la gravité, ou alors on la minimise parce qu'on est à 10.4G et on peut suivre en fait ou pas la proprioception. Voilà. Des manières. Dans les publics, on a un retour de questions, mais pourtant les plantes recherchent la lumière. Point d'interrogation. Comment visualiser cette recherche de la lumière, peut-être? Ça ne peut m'empêcher de penser au tournesol, d'ailleurs. Oui, bien sûr qu'elles recherchent la lumière parce que c'est leur source d'énergie. Et ça tombe bien, la lumière, elle est en haut. Ouais. Donc, le gravitropisme, ça permet aussi d'avoir accès à la lumière. Il n'empêche que, par exemple, en forêt, dans une futaie, tout le monde a déjà pu observer cela. Quand il y a un chablis, quand un arbre tombe, ça fait une clairière. Et tout de suite, enfin, dans les années qui suivent,
les arbres autour vont allonger leurs branches vers la clairière, c'est-à-dire vers la source de lumière. Donc oui, bien sûr, les plantes sont attirées par la lumière, on appelle ça le phototropisme, mais ce que nous, on montre ici, c'est qu'il n'y a pas que le phototropisme dans la vie, il y a le gravitropisme aussi, et même, Alexandre Dancel-Mali montre que même sans lumière, puisque lui, il en met partout, même sans lumière, la plante, elle trouve la verticale. Donc finalement, dans la question, les parts d'influence, moi, à mon avis, la gravité est plus importante là que la lumière, puisqu'elle n'a pas besoin de la lumière, cette plante, pour se redresser. En tout cas, l'inclinaison, la dissymétrie due à l'inclinaison est plus importante que l'anisotropie, en fait, de la lumière. La lumière est importante, forcément, mais en fait, un changement de quantité de lumière au niveau de nature de la lumière de part et d'autre de la plante n'explique peu, en fait, son orientation de croissance. C'est surtout, en fait, comme on l'a dit, la gravité ou la proprioception. Enfin, je pense, c'est plutôt comme ça. Ouais. C'est pas suffisant, en fait, pour expliquer. Voilà, merci. Et nous avons une main levée, donc de Fabienne. Oui, bonjour. Alors, moi, je ne suis pas scientifique aussi. Je suis passionnée par les plantes et je voulais savoir si vous avez fait des expériences sur le hêtre tortillard, le fou de Verzy. On laisse Catherine, parce que c'est essentiel. Donc voilà, vous pouvez que lui faire plaisir. Je ne vais pas pouvoir vous répondre bien, Fabienne, parce qu'il y a encore peu d'études sur ces hêtres tortillards. Ce qu'on sait, c'est que physiquement, le hêtre tortillard, celui dont les branches se tortillent dans tous les sens, et ça se tortille tellement d'ailleurs que les branches se replient sur elles-mêmes, fusionnent entre elles, ça fait des genoux, etc. Ces formes extraordinaires, elles sont liées à l'accumulation dans les branches de bois, de réactions, comme j'ai présenté. Il y en a partout dans ces branches, c'est-à-dire c'est de très mauvais bois pour faire des planches, hein, ça c'est sûr. Ce qu'on ne sait pas bien, c'est la raison pour laquelle ces arbres accumulent autant de bois de réaction. Alors actuellement, il y a des collègues de l'INRAE de Bordeaux, Christophe Plomion et son équipe, qui travaillent, enfin ils sont très nombreux, qui travaillent à essayer de comprendre les mécanismes qu'il y a derrière ces tortillards, et en particulier, ils recherchent la mutation qui affecte ces arbres-là, qui fait que la descendance de ces arbres-là est une descendance tortillard, et qui fait aussi que sur un hêtre tortillard, parfois, au printemps, quand un bourgeon s'ouvre, la branche qui va pousser sera parfaitement droite. C'est-à-dire que c'est bien la preuve qu'il y a une mutation dans un gène. Une mutation, c'est réversible, et parfois, il y a ce qu'on appelle des revertants, donc des branches qui, elles, vont être parfaitement droites. Ça veut dire quoi quand elles sont parfaitement droites? Ça veut dire qu'elles se comportent comme des vraies branches, c'est-à-dire qu'elles font de la proprioception, elles s'alignent sur elles-mêmes. Donc, en gros, pour répondre à votre question, on ne connaît pas bien la raison du tortillement. Est-ce que c'est un défaut dans la proprioception des branches? C'est possible. Est-ce que c'est complètement autre chose? C'est possible aussi. Et je vous donne rendez-vous d'ici quelques années, quand l'équipe bordelaise aura avancé dans ses travaux et que surtout, il y aura des publications validées. Très bien. J'ai baissé les mains qui étaient levées pour voir s'il y en a d'autres qui vont se lever. J'invite le public à profiter. Est-ce que les mains vont se redresser à la verticale? Graviception. J'observe aussi sur YouTube s'il y a encore des questions de nos autres spectateurs. Oui, une main levée, c'est Didier. Quelle application vous faites alors, vous êtes bien sûr dans la recherche fondamentale un peu, mais est-ce que vous imaginez des applications, puisque maintenant on fait beaucoup de biomimétisme, maintenant on se rend compte que imiter la nature, on gagne du temps, donc plutôt que d'inventer depuis la base, enfin, c'est mon analyse à moi, est-ce que vous pensez faire des applications de ça?
On peut transférer, en fait, je pense qu'on peut, enfin, c'est mon avis personnel, on peut transférer, en fait, ce qu'on a observé chez les arbres ou la rabette, chez d'autres espèces plutôt agronomiques, du type de blé, parce que notamment, le blé peut subir des mécanismes, ce qu'on appelle l'averse du blé, qui fait énormément de dégâts et de diminutions dans les rendements. Donc, l'averse, ça peut être créé soit par un changement, enfin, une modification de la nutrition minérale ou par des pathogènes. Donc, le blé peut subir une verse, vous avez tous vu ça. Et donc, à la suite de ce verse, il va bien sûr tenter lui aussi de se redresser par d'autres mécanismes, parce que c'est un peu plus particulier, il a des organes un peu différents au niveau de sa tige, etc. Donc, mais en tout cas, il est capable de se redresser. Donc, et puis, donc, sans doute de proprioception. Donc là aussi, il y a des collègues qui travaillent sur ces mécanismes de redressement en fait, de la tige de blé. Donc, pour aller plus loin, effectivement, une fois qu'on aura connu un peu mieux ces mécanismes, on peut effectivement essayer d'avoir des idéotypes, des plantes qui savent répondre un peu et qui résistent un peu plus à l'averse, par exemple, ou qui sont capables de se redresser un peu plus vite. Voilà, ça peut être plutôt des transferts de connaissances en fait, d'une espèce à l'autre. Sur des espèces agronomiques. Après, sur les arbres, effectivement, ça a un intérêt, ces études, pour essayer de comprendre la qualité du bois, comme disait Catherine, lorsqu'il y a du bois de réaction qui se forme, c'est du bois qui n'est pas exploitable en fait aussi. Donc c'est aussi peut-être essayer de mieux comprendre en fait et puis d'avoir des transferts là-dessus. Je le vois mal au niveau des forêts, mais peut-être que là, je ne pense pas. Oui, je pense que c'est quand même des recherches qui intéressent la filière bois. Comme toutes ces découvertes, elles sont quand même relativement récentes, il faut le temps aussi à la transposition. C'est-à-dire que, comme vous l'avez souligné au début, ici, c'est un laboratoire de recherche fondamentale. Donc, on produit de la connaissance, mais en même temps, une des deux tutelles du labo, c'est l'INRAE. Et l'INRAE a aussi une mission d'application et de transposition. Donc, il y a des liens qui se créent entre le labo, entre les chercheurs et les forestiers, la filière bois, mais il faut le temps que ça se mette en place. Et dans les années qui viendront, ça arrivera, c'est certain. J'imagine que dans l'immédiat, ça peut donner des idées pour la décoration. Oui, regardez, vous mettez vos plantes comme ça. C'est joli sur une table. Vous faites un petit chemin de table de tomates qui se redresse. Pas mal. Voilà. Décoration éphémère, enfin dans une demi-heure, ça va rester. Absolument. Et ça marche aussi avec les poivrons, regardez. Il y avait aussi des poivrons mis à l'horizontale. Ça marche tout le temps, en fait. En fait, ça marche avec n'importe quelle plante. C'est ça qui est génial. Okay. Je vais regarder, je crois qu'il y a peut-être une dernière question. Oui. Oui, parler d'une application, rechercher une meilleure résilience des forêts. Ah non, c'est là, peut-être ça a été déjà discuté face aux tempêtes, oui, compréhension de l'architecture. Oui, alors j'ai pensé avec la question précédente dans les applications à l'architecture. Et par exemple, ça me faisait penser à les chapiteaux. Un chapiteau, par exemple, c'est quoi? C'est un mât qui tient, en fait, tiré par des haubans. Et c'est des tensions qui sont exercées dans les câbles, qui tout autour du mât, qui permettent à ce mât de rester debout. Et finalement, je faisais un parallèle dans ma pensée avec les arbres, surtout les arbres en pays tropicaux, qui ont des contreforts à la base du tronc. Et en fait, on pense souvent que ces contreforts poussent le tronc dans tous les sens, mais non, c'est exactement l'inverse, c'est-à-dire que les contreforts, c'est des bois de tension et qui vont tirer tout autour du tronc, exactement comme le font les haubans autour d'un chapiteau de cirque. Donc, ce qu'on observe dans les structures naturelles, on peut tout à fait les retrouver dans les réalisations humaines et prendre exemple dans les ponts à haubans, dans les chapiteaux de cirque, les grues, etc. Il y a plein de... En fait, ça se résume à des forces, à des lois physiques, de tension, de compression. Voilà, et il y avait une autre question. On a Evelyne, que vous connaissez bien, et que donc j'invite en fait à nous parler de vive voix. Alors, c'est pour vous. Je félicite à côté. Si tu le peux, Evelyne, sinon je vais lire. Ah oui.
Oui, rebonjour à tout le monde. Et puis c'était Salut, super. Amine. C'est cool de vous entendre. Et non, c'était juste une petite question comme ça au passage pour savoir pourquoi Hugo avait sélectionné un tout petit bout et savoir si les statolites étaient dans toutes les cellules du coléoptile. Alors pourquoi oui, alors on pourrait le descendre un peu. Nous, on n'y va pas parce qu'on en trouve un peu moins, je crois, quand Oui, même. c'est ça. Donc on va dire, essai et erreur, on a été un peu plus vers la pointe du coléoptile de blé, parce qu'on en avait plus d'un coup. Donc c'était un peu aussi une question statistique, c'est-à-dire que du coup, on pouvait suivre beaucoup de cellules de capteurs. Après, moi, je n'ai pas vérifié, on a fait des cartons un peu plus grands, mais on n'a pas été tourné un grain de blé plus vers la base. Ça doit y en avoir parce que de toute façon, ça répond et la réponse, la redistribution, elle est locale. Donc, du coup, il y a tous les éléments à l'échelle du coléoptile, il y a tous les éléments qui se courbent. On n'a pas de fixation de contour, donc on doit avoir des capteurs à tout le long du coléoptile de blé. La deuxième choix du fait que je coupe au bout, c'est que c'est plus facile de se faire un bout assez fin au bout du coléoptile de blé que de faire une coupe qui soit assez fine sur toute la longueur du coléoptile de blé. Ça, c'est plus compliqué. Mais sinon, on doit en trouver pas. Et dans la racine en dehors de la coiffe? Ah oui. Est-ce qu'il y en a dans la racine en dehors de la coiffe? Moi, je ne suis pas spécialiste, mais on m'a dit que non. Non, il y a spécialisé. Alors, des statolites, c'est-à-dire si on les définit comme étant des organites riches en amidon qui se déplacent, comme on le dit, en changement d'inclinaison de la racine, c'est surtout essentiellement localisé, c'est que localisé dans la coiffe. Ce qu'on trouve, il y a des réserves d'amidon sous la forme d'amyloplastes dans la racine, bien évidemment, mais ils ne semblent pas être sensibles à un changement d'inclinaison. Donc, on ne peut pas les définir comme des statolites. Par contre, ceux qui sont dans la coiffe, ils sont vraiment considérés comme étant des statolites. En revanche, ce qui a été montré, quelques travaux ont montré dans la racine que peut-être ce n'est pas les seuls senseurs de la gravité, en fait, capteurs de la gravité, pardon. Ce ne sont pas les seuls. Donc, il y en a peut-être au long de la racine des organites qui sont capables aussi de sentir la gravité. Il y a quelques voilà. Après, on a des indices indirects à cette question. C'est si on regarde maintenant les transporteurs de la croissance toxine dans la racine, on sait qu'il y en a qui sont très très localisés dans la coiffe racinaire. Il y a des papiers qui ont montré que quand on inclinait une racine, cette inclinaison relocalisait ces transporteurs d'oxine. Et ces relocalisations étaient essentiellement au niveau de la coiffe. Après, ils sont peut-être regardés que la coiffe, je ne sais pas, mais il y a une grosse part de la littérature qui dit que ça s'est localisé que dans la coiffe. Très bien. On a encore une main levée de Didier. Désolé, je vais bientôt libérer. C'est juste parce que si vous avez l'occasion d'observer dans un jardin, dans un petit jardin, des haricots montants ou bien des petits pois, il y a un phénomène intéressant avec les attaches. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà étudié ce phénomène-là ou si c'est une piste. Parce que les attaches, au départ, elles ne savent pas a priori dans quel sens se tourner pour accrocher le filet ou la rame ou autre. Mais elles finissent au bout d'un certain temps à y arriver. Mais alors, je ne sais pas si elles communiquent entre elles, ces différentes pousses de haricots, de petits pois, ou si ce qui est sur une ligne de petits pois, on remarque quand même que des fois, il y a un certain nombre de plantes qui vont dans un sens différent des autres. Alors, je ne sais pas si c'est une piste que vous avez déjà explorée ou si c'est une idée de piste, mais a priori, ce n'est pas forcément le même système que là, ce que vous avez étudié. Mais je vous laisse parler. Voilà. Oui, mais c'est très bien observé. Et alors, c'est avec plaisir que je vous écoutais parce que ça m'a ramené dans le passé. Quand je suis arrivée à Clermont-Ferrand, il y avait un monsieur, un collègue qui est parti en retraite juste après, qui s'appelait Lucien Baillot. Lucien Baillot, c'était le spécialiste de la croissance du haricot, des lianes, etc. Parce qu'il étudiait ce phénomène qu'on appelle la circumnutation. Et donc, quand un haricot pousse, ces plantes grimpantes, quand elles poussent, en fait, elles ne poussent pas droit,
elle pousse en tournant sur elle-même comme ça, et jusqu'à ce qu'elle rencontre le support autour duquel elles vont s'enrouler. Donc jusqu'à ce qu'il y ait un contact. Et vous évoquiez le fait que dans une ligne de petits pois, il y en a certains qui tournent à gauche, puis il y en a d'autres qui tournent à droite. Et justement, c'était ça le sujet de ces recherches, c'est qu'il essayait de comprendre pourquoi il y en avait qui étaient dextres et d'autres qui étaient senestres. Alors, ce sont donc des recherches de botanique pure à l'époque. Hein. Lui, c'était vraiment de l'observation. Et puis, il y avait aussi de la cytologie quand même, qui essayait de voir ce qui se passait à l'intérieur de cette tige. Le mécanisme de circummutation, on le connaît maintenant, c'est tout à fait de la croissance différentielle, encore une fois. C'est-à-dire qu'une phase de la tige va s'allonger plus que l'autre, donc ça va tourner. Ce qu'on ne sait pas bien, c'est pourquoi ça tourne et que ça change. C'est-à-dire que pourquoi cette tige, elle fait les cercles en question. Donc, c'est bien observé. Il y a eu des études, des recherches qui ont été faites dessus, je dirais, il y a 25 à 30 ans, voire plus. C'est moins à la mode, entre guillemets, maintenant. Enfin, c'est-à-dire qu'on n'est plus tellement sur ces circonmutations. On sait que ça existe, on peut les décrire. Et est-ce que ce sera une piste qui sera remise au goût du jour? Ben, c'est tout à fait possible. Hein. Et à ce moment-là, ben, on aura le plaisir de citer Lucien dans les publications qui sortiront. Alors, en tout cas, il n'y a pas de communication. Alors, il n'y a pas de communication. Oui, la question, c'était aussi, est-ce qu'elles communiquent entre elles? Alors là, je pense, je ne sais rien, peut-être. Il n'y a rien de prouvé. Vous savez, déjà, la communication entre les plantes, on lit partout que les plantes communiquent entre elles. Ce dont on est sûr, c'est qu'il y a des émissions de substances volatiles dans l'air par n'importe quelle plante, ou bien éventuellement de la production de substances au niveau racinaire. Pour ce qui est du volatile, l'interprétation qui en est donnée et qu'on lit un petit peu partout, c'est que la substance émise par une plante est perçue par sa voisine et donc sa voisine va répondre en conséquence. Et ça, c'est vrai, mais c'est vrai en laboratoire, c'est vrai dans un espace fermé. Il y a d'autres chercheurs qui ont fait des études en champ et qui ont montré que les plantes, en fait, côte à côte, eh bien, elles deviennent sourdes, entre guillemets, dès qu'elles sont espacées de plus de 50 cm. Ça veut dire qu'en fait, ces signaux volatiles, dans le cadre de cette expérience dont je vous parle, sont perdus dans le vent et que finalement, la plante voisine devient sourde 50 cm plus loin. Et ces chercheurs ont émis une autre interprétation que je trouve tout aussi valable et qu'il faudrait valider, évidemment. Eux, ils disent qu'une plante qui émet des substances dans l'atmosphère parce qu'elle a été grignotée au niveau d'une de ses feuilles, cette communication chimique, elle est destinée à ses propres feuilles, autour d'elle, en fait. Et c'est un moyen de mettre en alerte toute la plante entière. Et que si ces substances sont perçues par les voisines, c'est un dégât collatéral, si vous voulez, selon ces chercheurs. Hein. C'est-à-dire, c'est une communication intra-plante, enfin, pour la plante, mais qui déborde. Donc, vous voyez, vous avez deux interprétations là sur la communication des plantes, parce que ce domaine-là, c'est encore un front de science et que rien n'est complètement validé et établi. Voilà. Merci encore de nous avoir permis de rentrer dans notre labo, mais avec grand plaisir. Et je suis sûr que Tolkien pourrait vous dire que les plantes parlent, on fait, mais très très lentement, et seulement si ça en vaut le coup. En tout cas, je vous remercie aussi vraiment beaucoup pour cette conférence vraiment très, très animée, très passionnée. Je vous remercie pour la passion que tous les quatre vous savez transmettre pour ce sujet. Et voilà, la clarté aussi, bien sûr. Donc, voilà, merci pour ces voyages. Et au public, je vous dis à bientôt. On essaie d'organiser un prochain événement pour début juillet, donc vers les 5 juillet, je pense. N'hésitez pas à suivre les sites de l'espace Pierre-Gilles-de-Gênes pour une mise à jour dès que le programme sera définitif. Je profite aussi pour remercier, comme d'habitude, les fonds SPCI qui nous permettent toute cette organisation. Et voilà. Et,
J'aurais souhaité, comme d'habitude, terminer ça avec un dîner avec nos invités. Ah, okay. Alors, Mathieu, c'est noté. Mais ce n'est que partie remise. Ouais, on a beaucoup de mémoire. Donc voilà, je vous remercie encore beaucoup. Je remercie les publics sur Zoom et en ligne de nous suivre. Et voilà, bonne soirée à tous. Et merci. À très merci bientôt. À vous, ouais. C'était très sympa. À bientôt. Au revoir. Un gros applaudissement, en tout cas, déjà de ma part. Du public qui va se connecter. Le prochain à Clermont. Et je voulais aussi rajouter, Céline, que vous avez fait plein de choses de vulgarisation et notamment des livres. C'est vrai? C'est Catherine. Hein. Nous, on est c'est moi, mais c'est aussi le plaisir d'avoir raconté les travaux du labo. Merci de le souligner. Et donc, pour ceux qui ont bien aimé cette conférence, je fais un petit coup de pub. N'hésitez pas à lire Dans la peau d'un arbre, paru aux éditions Belin en mars de cette année. Et le dernier chapitre, évidemment. Hein. Le dernier chapitre, c'est les travaux de... Voilà. Parce qu'on est quand même, on est resté modeste, ça ne nous a pas mis en premier, elle nous a mis en dernier. Allez, à bientôt alors. Merci à vous.